Je vais commencer peut-être par vous expliquer d'où m'est venu mon intérêt pour le numérique. Alors, d'une part, ça a commencé par la volonté de mise en valeur du patrimoine littéraire par l'édition électronique de manuscrits. Alors, j'ai travaillé beaucoup sur Gabriel Leroy. J'ai mené un projet d'édition électronique de certains des manuscrits de Gabriel Leroy, de dossiers génétiques de certaines œuvres canoniques de Gabriel Leroy, dont La détresse et l'enchantement et Le temps qui m'a manqué. Donc, c'est une entreprise qui pose évidemment plusieurs questions. Évidemment, il y a des enjeux techniques, mais il y a aussi des enjeux éthiques qui sont impliqués. Donc, ça, c'est pour le premier volet. Et par ailleurs, j'ai voulu à un certain moment voir de quelle manière le numérique s'inscrit dans le roman contemporain. Comment les technologies y sont-elles représentées? Comment les technologies y sont-elles problématisées? Autrement dit, comment le roman problématise-t-il le numérique et ses usages? De quelle façon la forme du roman est-elle influencée par les textualités numériques? Quel est l'effet aussi de l'intégration de ces textualités numériques à la trame romanesque? Alors, la façon dont j'ai procédé, j'ai commencé par rassembler un corpus. Au départ, ce corpus était formé par des romans par courriel, des dérivés donc du roman épistolaire, et donc, par ces romans qui, dès le début des années 2000, ont commencé à intégrer les courriels, les mails à leur trame narrative. Et à partir de 2010, le nombre de romans mettant le numérique à l'avant-plan, autant au plan thématique que formel, a littéralement explosé. Et le corpus que j'ai rassemblé jusqu'ici comporte des romans français, des romans québécois, mais aussi, comme on le verra dans ma conférence, des romans britanniques, des romans américains. Ce corpus-là rassemble plusieurs formes de romans, y compris des polars et des romans pour la jeunesse, dans lesquels le numérique est omniprésent depuis quelques années. Et j'en profite, d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi d'en faire un peu de publicité au passage, pour vous mentionner la publication récente d'un dossier de la revue Capture, la revue du Centre Figura, donc un dossier sur les fictions du numérique que j'ai eu l'occasion de co-diriger avec Michael Trahan et Sylvain David, qui est d'ailleurs consacré à l'inscription du numérique dans la fiction contemporaine. Alors aujourd'hui, comme le thème du séminaire Narration contemporaine est lié à la notion d'écart, je vais donc interroger le corpus en ce sens. Donc, en quoi la notion d'écart trouve-t-elle résonance dans cet ensemble de textes? Ou comment la notion d'écart permet-elle de l'expliquer? Comment la notion d'écart permet-elle de le problématiser, justement? Alors, si on revient aux définitions très élémentaires de l'écart, ce que plusieurs des conférenciers qui m'ont précédé ont peut-être fait au début du cycle, mais je me suis dit que comme ce cycle a été interrompu pendant, je ne sais pas, 8-9 mois, que j'allais quand même me permettre d'y revenir. Alors, on envisage évidemment l'écart en termes de distance. Alors, on sait quand on s'éloigne trop, autrement dit, quand il y a trop d'écart, il devient difficile de se comprendre, il devient parfois même impossible de se comprendre. Par ailleurs, dans son emploi pronominal, le verbe s'écarter signifie faire digression dans un discours, un récit ou ne plus traiter le sujet prévu. Il signifie aussi être différent d'une norme, d'un repère, y être moins conforme ou s'en éloigner. Alors, ces quelques définitions qui paraissent banales, définitions tout à fait sommaires, peuvent servir de point de départ à l'exploration du corpus dans la perspective où je souhaite l'aborder avec vous aujourd'hui. Le premier type d'écart qu'on peut identifier dans le corpus concerne le fait que le roman représente les utilisateurs des technologies comme des incompétents qui ne possèdent ni le savoir ni le discernement nécessaire pour faire un bon usage des technologies. Alors, il y a donc écart entre les technologies et les usages optimaux qu'on pourrait en tirer d'un côté et les compétences des utilisateurs mises en scène de l'autre. Alors, ça me semble constituer un paradoxe intéressant. La littérature est séduite par les possibilités offertes par les textualités numériques et par les modes de représentation qu'elle vient de multiplier, mais
L'utilisation qui est faite des technologies dans les récits met en évidence l'incapacité à s'en servir correctement. Alors, de la reprise parfois maladroite dans le corps du texte, de textos, de tweets, de statuts Facebook, par exemple, les pratiques de certains romanciers ont évolué vers des représentations de plus en plus précises de ces nouveaux modes textuels en reproduisant de surcroît visuellement la plateforme de diffusion. Ces textualités jouent un rôle parfois très important dans la narration des récits, qui s'écartent alors des modes de narration habituels. Donc, j'aborderai ici l'écart technologique en deux temps. D'abord, la question de l'incompétence, qui constitue un vecteur dominant au plan thématique, puis j'examinerai de quelle manière se manifeste l'écart au plan de la forme, ainsi que l'évolution vers des formes de représentation des textualités numériques qui tendent à créer ce qu'on pourrait peut-être appeler un effet de réel. Parlons d'abord d'incompétence. Je reprends ici, je le précise, une réflexion que j'ai amorcée lors du séminaire inaugural du Christ en septembre 2019, mais qui était toute brève. Je pense qu'on avait 5 ou 7 minutes de temps de parole. Alors, mais c'est quand même ce séminaire qui m'a inspiré la question de l'incompétence. Alors, si le roman contemporain met de plus en plus souvent en scène le numérique pour en exposer les pratiques, il en expose aussi très souvent les travers. J'ai pu remarquer dans le corpus que les romanciers insistent, entre autres, dans leurs récits, sur l'aspect nuisible, sur l'aspect nocif du numérique qui a envahi, évidemment, toutes les sphères d'activité quotidienne. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le dysfonctionnement des dispositifs numériques ou la menace qu'ils pourraient constituer ne sont plus liés à une défaillance du réseau ou à un problème de la machine, comme c'était le cas dans la science-fiction classique. Alors, je pense à cet égard à HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, le côté néfaste du numérique est plutôt alimenté par l'incompétence de l'usager. C'est le mauvais usage de la technologie, c'est l'incapacité de l'individu à assurer son bon fonctionnement ou son maniement correct qui sont désormais représentés comme posant problème. Alors, je vais voir ici par des exemples quelques catégories de romans où l'incompétence technoscientifique de l'individu constitue un enjeu déterminant. La liste n'est évidemment pas, exhaustive, elle n'est pas complète, mais je veux surtout proposer des cas de figure variés qui me paraissent illustrer le phénomène. Alors, parmi ces catégories, le roman qu'on pourrait qualifier de sentimental, essentiellement composé d'échanges de courriels et de textos. Alors, l'incompétence se situe surtout ici au niveau de la manipulation des outils. Par exemple, le fait d'effacer par mégarde des messages alors qu'on souhaitait à tout prix les conserver pour les relire dans des moments où l'autre ne peut s'investir autant dans l'échange. Alors, c'est le cas dans ce livre qui apparaît, dont la couverture apparaît à l'écran, Amour solitaire, paru en 2018 et dont un second tome vient de paraître tout récemment, où les protagonistes qui ne se sont rencontrés qu'une fois restent en contact au quotidien par un échange soutenu de textos. Alors, la femme écrit à son destinataire dans les premières semaines de leur liaison: « Je suis très triste, j'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai effacé notre conversation. » L'homme répond, déçu de l'incapacité de son interlocutrice à conserver les traces de leur échange: « Je comptais pourtant sur toi pour être ma mémoire. » Alors évidemment, ici, il use du terme de mémoire dans le sens du souvenir, mais peut-être également dans celui du stockage informatique. Alors, on voit ici de quelle façon tout cela est disposé sur la page du roman en question. Dans le cas d'un roman intitulé « Quand souffle le vent du Nord » d'un auteur allemand qui s'appelle Daniel Glatauer, c'est un des tout premiers romans d'amour par courriel à être apparu dans les années 2000. C'est l'impossibilité d'enregistrer les messages pour relecture ultérieure et le fait de se résigner à les imprimer et à les cacher
qui rend compte de l'incompétence technologique. Alors, qu'est-ce que raconte ce roman? Bien, il raconte la liaison virtuelle de Léo Like et Emma Rotner, qui ne se sont jamais rencontrés, mais qui sont devenus amoureux l'un de l'autre en échangeant des courriels. La femme est mariée, elle a envoyé un message pour résilier un abonnement à une revue. Elle s'est trompée d'adresse et c'est Léo Like qui l'a reçu, ce qui a été le prétexte à un long échange de messages. L'ignorance donc d'Emma Rotner, de la femme, fait en sorte que le mari trompé finit par découvrir la relation extra-conjugale virtuelle. Et le mari donc écrit lui-même à l'amant de sa femme pour lui expliquer, c'est la citation qui se trouve à l'écran, qu'il a trouvé une chemise, une épaisse pochette remplie de feuilles, ces échanges de mails avec un certain Léo Like imprimés avec soin, page par page, les mains tremblantes, j'ai photocopié le tout. Alors, dans ce type de roman, en somme, l'incompétence technologique est ce qui finit par causer le chaos dans la relation d'amour virtuelle. Une seconde catégorie de romans regrouperait les intrigues où les usagers sont incapables de distinguer l'important du superflu sur le web. Alors, dans certains romans de François Blais, j'ai d'ailleurs offert une analyse un petit peu plus poussée de ces cas dans un article paru dans la revue Hybride. Donc, dans certains romans de François Blais, que vous avez probablement déjà lus, comme Document 1, la naïveté des personnages face à la surabondance d'informations disponibles sur le web et l'absence de hiérarchie des dits renseignements peut certainement être considérée comme une variante d'incompétence technologique. Alors, le roman raconte le voyage virtuel de Tess et Jude, deux jeunes adultes sans grande ambition, colocataires en Mauricie, qui préparent un séjour à Bird in Hand en Pennsylvanie. Alors, comme ils n'ont pas encore l'argent pour effectuer le voyage, ils font leur périple d'abord par Google Earth et Google Street View. Alors, qu'est-ce que Blais fait à travers ce récit? Bien, il se moque de la manière dont une certaine part de la population interagit avec ce qu'on appelle l'overdose d'informations qu'on trouve sur Internet. Il se moque du fait que plusieurs en viennent à considérer Internet comme une sorte de nouveau régime de vérité sur l'actualité et sur le monde. Alors, ce regard moqueur sur le récit de voyage traditionnel, qui est perverti en voyage virtuel parce qu'on a accès sur le web à tous les renseignements nécessaires pour l'entreprendre, vient mettre en évidence donc une problématique liée au web, celle du trop-plein d'informations auxquelles il donne accès. Qu'est-ce qu'on peut citer en exemple tiré de ce récit? C'est l'exemple de Wikipédia qui sert de source primaire de renseignements sur les États-Unis audio de voyageurs. Alors, Blais a d'ailleurs recopié, si vous avez lu le roman, vous avez pu le constater, il a recopié intégralement des articles provenant de Wikipédia, accomplissant le même geste que des millions de personnes dont les recherches reposent exclusivement sur les informations trouvées sur ce site posent chaque jour, finalement. Son personnage explique le processus, c'est la citation qui est à l'écran. On allait ensuite demander à Wikipédia tout ce qu'il y avait à savoir sur l'endroit. La plupart du temps, ça se résumait à pas grand-chose, mais quelquefois, on avait droit à de jolies histoires. Parmi ces jolies histoires, on note la transcription de l'article qui explique les raisons pour lesquelles Hot Springs au Mexique a changé son nom pour Truth or Consequences au début des années 50. Les personnages de Document 1 trouvent même le moyen d'identifier des lacunes au savoir proposé par Wikipédia. Ils se plaignent, entre autres, du fait qu'il n'y a pas d'article sur la ville de Noblik, alors que, pourtant, par exemple, on en trouve sur Nils Olav, le pingouin colonel en chef dans la garde royale norvégienne. On en trouve sur la religion en Antarctique et on en trouve sur les raisons pour lesquelles les bonnes fontaines sont jaunes à Des Moines, Iowa. Alors, autrement dit, le web regorge de renseignements absolument inutiles qui attirent l'attention de ceux et celles qui sont incapables de hiérarchiser les informations selon leur importance. Donc, au-delà du fait qu'ils sous-entendent que l'époque contemporaine tente à favoriser une certaine superficialité, l'absence d'esprit d'analyse, Document 1 illustre bien, pour aller même un petit peu plus loin,
dans quelle mesure, justement, un tel trop-plein d'informations peut éventuellement conduire à une sorte de régression et, dès lors, à illustrer une certaine forme d'incompétence. L'incompétence, on l'a compris, ne réside pas dans l'incapacité à manipuler les outils, mais bien dans l'impossibilité à saisir les nuances des contenus que les dispositifs numériques permettent d'investir. Une troisième catégorie de romans qui représente l'incompétence d'individus en matière d'usage d'outils technologiques numériques inclurait les récits où les personnages ne maîtrisent pas le bon usage des réseaux sociaux. Oublier, par exemple, de désactiver les fonctions de par Instagram et Facebook, alors que les deux comptes ont, dans certains cas, une finalité différente. Ne pas activer les fonctions de confidentialité sur Facebook alors qu'on souhaite que certaines informations de nature intime et familiale ne soient réservées qu'à certains de ses amis virtuels. Ou encore projeter une image tout à fait différente sur sa chaîne YouTube et sur les autres plateformes de réseaux sociaux et faire ainsi en sorte de nuire aux aspirations à la popularité de sa persona de YouTuber. Alors, ces cas de figure sont surtout rencontrés dans les romans destinés au lectorat adolescent. J'en ai 2 échantillons à la maison, donc c'est la raison pour laquelle, deux échantillons d'adolescents, donc c'est la raison pour laquelle je connais un peu le corpus, dont une série de 6 romans intitulés YouTuber par Olivier Simard, publiés aux éditions de La Bagnole. Alors, ces romans, ont évidemment une visée pédagogique. Ils ont pour fonction de sensibiliser le jeune lectorat par la mise en scène de personnages âgés comme eux, entre 12 et 16 ans, de les sensibiliser à des comportements à ne pas adopter pour leur éviter justement de devenir incompétents ou pour leur éviter que leur éventuelle incompétence ne finisse par leur causer d'importants soucis. Dans YouTuber, donc, on a un personnage d'adolescent, Henri, qui se crée une sorte de persona, de personnage Henri plutôt, oh my God, qui projette ses exploits sur une chaîne YouTube. Alors, pour vous donner une idée, sa toute première performance consiste en la fabrication d'un porte-brosse à dents avec un verre en plastique avec couvercle trouvé chez Dolorama et des petites roches blanches comme celles qu'on peut retrouver autour d'une piscine hors terre. Alors, 3 semaines plus tard, il est découragé que son porte-brosse à dents n'ait pas suscité davantage d'intérêt. Il a recueilli 3 followers, même après avoir diffusé une nouvelle vidéo où il fait semblant d'éclater des pastèques avec sa tête. Alors là, Henri se dit, mais je vais utiliser ce qu'il appelle la magie de Facebook pour faire la promotion de sa chaîne et espérer de cette manière atteindre le même niveau de reconnaissance que d'autres élèves qui fréquentent la même école que lui, qui sont commandités par exemple par Jean Coutu, qui leur offre des produits gratuits. Donc, il veut, comme eux, atteindre au moins le cap de la centaine d'abonnés. Or, au-delà de la publicité qu'il diffuse pour sa chaîne YouTube sur Facebook, son compte Facebook lui sert aussi à archiver ce qu'il appelle ses hashtags MeTime, les activités familiales partagées avec sa mère et sa sœur cadette ou encore avec sa copine. Alors, certains des statuts à résonance plus intime qui sont dévoilés en mode public parce qu'il n'a pas programmé les paramètres de son compte Facebook, viennent déconstruire le personnage du YouTuber qui se veut plus extravagant, qui, lui, est engagé dans une véritable chasse aux followers. Ce qui aurait pu se révéler une heureuse complémentarité entre les deux plateformes a plutôt pour effet, à quelques reprises du moins, d'atténuer l'intérêt suscité par Henri Oh My God, qui finit au fil des mois par regrouper sensiblement les mêmes abonnés que le Henri de Facebook, qui reste donc très peu nombreux par rapport aux ambitions de l'adolescent. Alors, ce qui est intéressant dans YouTuber, ce n'est pas tant le récit comme tel, du moins pas de mon point de vue, mais bien l'exploration que les romans proposent de cette obsession à se mettre en scène au quotidien sur les réseaux sociaux, des enjeux liés à la multiplication, à la complémentarité des plateformes qui permettent l'archivage de soi. Alors que certaines pratiques veulent que les mêmes informations circulent sur toutes les plateformes à la fois afin d'obtenir un plus grand nombre de vues ou de likes,
le pari d'Henri de s'en servir comme lieu de diffusion complémentaire n'est pas du tout gagné. Alors, les romans d'Olivier Simard montrent bien ce à quoi peut mener l'investissement concurrent de plusieurs lieux de dévoilement instantané de soi, notamment à une certaine confusion dans la persona que l'individu transmet sur l'une et l'autre des plateformes, ce qui suscite non pas nécessairement un intérêt croissant pour les récits qui sont créés, mais plutôt un désintéressement qui peut aller jusqu'à l'indifférence. C'est donc l'incompétence de l'adolescent, son manque de discernement et de connaissance des différents réseaux sociaux et sa trop grande soif de popularité qui le fait agir impulsivement, mais qui finissent par prendre le dessus sur cette gloire qui est. Le dernier cas, qui me semble peut-être le plus intéressant en regard de la problématique de l'incompétence technologique, c'est celui des romans d'entreprise, les business novels, les corporate novels, qui illustrent presque systématiquement le fait qu'autant les employés que les patrons sont incapables de faire un usage correct du courriel. C'est démontré par la manière dont la correspondance professionnelle, à laquelle souvent se mêle la correspondance privée, est gérée par les uns et les autres. Alors, je commence par cette citation. « It's been nearly a week since I sent you my bank details and I haven't heard from you. Also, my credit card was refused when I tried to top up my tube card this morning. My mom says no news is good news and I hope she's right. » Alors, c'est ainsi que s'exprime un personnage qui s'appelle Harvey dans le roman I de Matt Beaumont. Harvey, c'est un employé d'une firme de publicité londonienne, Miller Shanks, et ce courriel que je viens de vous lire, en fait, cet extrait, est adressé à une certaine Comfort Ajegbo. Alors, celle-ci, dans un courriel d'hameçonnage envoyé à l'adresse professionnelle d'Harvey, s'est présentée à lui, c'est la deuxième citation, comme « the only daughter of the late Mr. Gaius Ullius Ajegbo, a very wealthy trader in Lagos, the city of Nigeria. » Alors, nous avons donc ici un employé cadre dans une grosse entreprise suffisamment naïf pour envoyer tous ses renseignements personnels et bancaires à une totale inconnue en Afrique après avoir reçu un courriel pourtant douteux sollicitant faussement de l'aide humanitaire. Alors, autre cas d'incompétence technologique, dans la même compagnie, un certain Nigel Godley se sert innocemment de la liste de courriels des employés pour vendre ses babioles usagées, comme on le ferait sur Kijiji. Alors, le 4 janvier, au retour des fêtes, alors que tous les employés travaillent avec acharnement à la préparation d'une soumission pour une publicité, pour un contrat de publicité avec Coca-Cola, Nigel Godley, lui, il cherche plutôt à vendre un grill à sandwich reçu à Noël, dont il ne veut déjà plus. C'est le courriel que vous trouvez à l'écran. Breville Waffle Iron, Yasmin Yellow Finish, nearly new, includes adapter to make perfect toasty sandwiches, the perfect way to toast the new millennium, first to see, will buy, bon, etc. Alors, ce manque de discernement qui entraîne Nigel Godley à encombrer la boîte courriel de plusieurs centaines de collègues et à détourner l'usage habituel du courriel qu'on fait en milieu professionnel, mais fait de lui un autre exemple d'incompétent ou d'idiot technologique. Alors, ces deux exemples sont tirés, donc, comme je le disais, du roman I de Matt Beaumont, auquel il y a eu une suite, E-Square, qui, donc, ils ont été publiés en 2000 et en 2010. Et les deux romans sont fondés sur l'usage des outils et des dispositifs technologiques dans un contexte d'entreprise. Ils viennent montrer de manière, en tout cas à mon avis, assez éloquente, que ce qu'on pourrait appeler la techno-idiotie engendre dans certains cas, comme dans celui d'Harvey, qui en reste l'exemple le plus extrême, là, engendre dans certains cas des fiascos absolument monumentaux. Alors, pour s'amuser un peu, qu'arrive-t-il d'ailleurs à Harvey? Alors, ne se contentant pas d'avoir vidé son compte en banque et transmis tous ses renseignements personnels, il se rend en Afrique pour aider la jeune femme. Il aura été victime donc de son incompétence et de sa naïveté en matière de gestion et d'utilisation du courriel. On lit ceci. The body of a British tourist has been found floating in a river in Lagos, Nigeria. Superintendent Julian Odulate of the NPF said,
We have the dead man's passport. His first name is the same as his second. It is the first time in my 27 police career that I have come across a corpse that has the same name twice. But in this job, I believe we must always expect the unexpected. Alors, les romans de Beaumont contiennent aussi d'autres manifestations d'incompétence technologique. Je dirais dont certaines ressemblent assez étrangement à ce qu'on observe dans notre propre milieu de travail. Donc, quelques exemples en rafale. Donc, par exemple, l'employé qui reçoit un message collectif, qui oublie de retirer un destinataire de sa réponse à tous alors qu'il médit dans sa réponse à tous du destinataire en question. On a probablement tous déjà vu ça. Le négligent qui fait parvenir un message compromettant à la mauvaise personne. Donc, dans le roman de Beaumont, c'est quelqu'un qui fait des avances sexuelles à un collègue, mais qui les envoie au mauvais collègue. Conséquence de la saisie automatique de courriel, évidemment, d'une grande insouciance. Autre exemple, des individus qui servent maladroitement une réponse à tous à un message reçu par des centaines et des centaines de destinataires, puis aux réponses collectives à ce message, ce qui entraîne des chaînes absolument interminables de courriels inutiles et également, on ne se le cachera pas, de frustration. Ça arrive quand même quelques fois par année. Bref, l'usage des technologies n'est pas d'emblée associé dans le roman contemporain, tous ces exemples ayant été évoqués, à l'efficacité, à la productivité, mais ça sert plutôt à faire ressortir l'incompétence technoscientifique de l'individu. Le roman traite en général de cette incompétence sur un mode ironique, sur un mode humoristique, en amplifiant le degré et les conséquences justement de l'incompétence, ce qui produit un discours qui, en filigrane, suggère que les avancées technologiques contribuent à faire ressortir l'ignorance et la bêtise humaine. À l'opposé, on pourrait évoquer un autre cas, celui du geek technologique, qui, lui, maîtrise parfaitement l'usage des dispositifs, mais dont les compétences en matière technoscientifique sont inversement proportionnelles aux compétences sociales. Un des exemples les plus révélateurs à cet égard se trouve du côté des séries télé. Je pense surtout à IT Crowd, mais j'aurais pu aussi évoquer Silicon Valley ou encore Big Bang Theory. Alors, l'intrigue d'IT Crowd, si on la rappelle brièvement, elle se déroule dans une entreprise britannique qui a son propre service de dépannage informatique pour ses employés. Et celle qui est nommée la chef de ce service informatique, Jen Barber, est complètement incompétente en la matière. Contrairement à ce qu'elle a pourtant inscrit à son curriculum vitae, elle ne comprend strictement rien aux ordinateurs. À l'opposé, les deux geeks qui travaillent sous sa supervision, Maurice Moss et Roy Trenman, sont technocompétents. Ils se moquent constamment de l'incompétence des employés de la firme en ne répondant pas à leurs appels téléphoniques et en leur proposant en guise de message sur leur répondeur le désormais célèbre « Have you tried turning it off and on again ?» Par contre, Maurice et Roy se révèlent totalement incompétents socialement. Maurice a une trentaine d'années, il vit encore chez sa mère, il ne s'intéresse qu'à la science et à l'informatique. Et Roy, pour sa part, essaie d'interagir avec les femmes, mais il ne connaît aucun succès dans la sphère amoureuse et sociale. Alors, l'exemple d'IT Crowd, dont on retrouve aussi parfois des manifestations dans la production romanesque, montre qu'il est pratiquement impossible de représenter justement dans cette production romanesque ou dans les productions télévisuelles, quelqu'un qui serait à la fois compétent technologiquement et socialement. On a l'impression que c'est toujours l'un ou l'autre, mais jamais les deux à la fois. Qu'en est-il maintenant de l'écart formel? Qu'en est-il maintenant de la façon dont le roman contemporain, qui propose une représentation des usages du numérique, s'écarte au plan de la forme? Alors, on est habitué à voir apparaître dans la trame des romans des fragments d'autres récits ou même d'autres formes, d'autres genres littéraires, des chansons, des poèmes, des lettres, par exemple. Qu'est-ce que les fragments de texte numérique créent de particulier au plan de la forme et de la narration? Un des exemples les plus intéressants à cet égard, il me semble, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je l'admets, c'est celui du roman qui comporte une intrigue policière. J'ai surtout examiné ce phénomène de l'insertion de fragments de texte numérique
dans les romans de l'auteur québécois Jean-Jacques Pelletier, qui est surtout connu pour une quadrilogie des gestionnaires de l'Apocalypse, parue entre 1998 et, il me semble, 2009. Mais Pelletier a aussi fait paraître depuis plusieurs cycles, dont celui dont les titres apparaissent à l'écran, la trilogie composée des visages de l'humanité, 10 petits hommes blancs et Machine Gun. Alors, ce cycle repose sensiblement sur les mêmes préoccupations générales qui animaient les gestionnaires de l'Apocalypse, mais ces 3 romans comportent une particularité par rapport aux précédents, c'est-à-dire que plutôt que d'intercaler dans le récit des extraits d'articles de journaux, de reportages télévisés, par exemple, le romancier va plutôt intégrer à sa trame narrative des courriels, des textos, des entrées de blog même, des statuts et commentaires Facebook et même des tweets. Alors, l'ouverture aux médias sociaux dans ce cycle romanesque met en scène donc de nombreux internautes qui, de manière individuelle et presque anonyme, viennent interagir pour produire l'événement, pour produire les événements, pour participer à l'intrigue, tout autant que pour donner, dans certains cas, leur avis sur les 10 événements. Ces interventions vont au-delà du simple commentaire et servent à orienter, à manipuler l'opinion publique en imposant massivement un certain discours. Et dès lors, ils peuvent contribuer, elles peuvent, les interventions, contribuer à faire progresser l'action. Qu'est-ce que ça donne au plan visuel? Alors, l'intégration des discours circulant sur les plateformes numériques se traduit quand même par un travail de mise en page qu'on n'avait pas beaucoup vu dans le roman québécois jusque-là. Donc, un travail de mise en page qui vient mimer l'apparence de certains types d'interventions qu'on voit à l'écran généralement. Alors, à cet égard, on peut parler donc d'un apport singulier qui vient conférer à ces portions de récit ce que j'appelais au début de ma présentation un certain effet de réel, qui est d'ailleurs beaucoup mieux maîtrisé dans le 2e et le 3e roman de la trilogie de Pelletier que dans le tout premier, dont je vous montre présentement un extrait, où on a l'impression qu'il confond les textos et les tweets. Ici, il dit « Un tweet venait d'entrer, vous êtes libre ce soir pour une première rencontre », alors qu'on comprend bien qu'il s'agit davantage d'un message texte. Et il y a un autre exemple ici. Donc, il y a évidemment l'absence du hashtag qui nous éloigne de Twitter, qui est caractéristique de la plateforme Twitter. Mais on remarque que l'échange de messages constitue en fait un dialogue de nature privée entre 2 individus qui partagent des renseignements qui doivent demeurer secrets de surcroît, ce qui ne correspond pas du tout aux usages de Twitter qui est prétendument employé. Par contre, dans les 2 romans suivants, l'utilisation des médias sociaux est beaucoup mieux maîtrisée. Par exemple, ici, on a une reproduction d'une page de 10 petits hommes blancs où on voit apparaître l'interface de logiciel de messagerie instantanée lorsque les échanges de SMS sont reproduits, lorsque les échanges entre les personnages sont reproduits. Alors, on voit les phylactères qui sont de couleurs différentes selon les interlocuteurs, les messages d'un même individu qui s'alignent à l'écran. Finalement, toutes les particularités matérielles, visuelles qui sont rattachées à l'échange de textos sont reproduites sur la page du roman. Dans les autres romans, on a surtout des échanges Facebook et des fils Twitter qui se multiplient. Donc, on voit apparaître, comme sur la plateforme de Facebook, le statut, le moment où celui-ci a été publié, les j'aime, le fil de commentaires que l'intervention a suscité. Encore ici, on constate l'innovation formelle dans les romans de Jean-Jacques Pelletier, où on ne s'est pas contenté d'évoquer les médias sociaux, mais où on a choisi d'en reproduire le formatage singulier, un formatage qui vient nous rappeler d'ailleurs que certaines règles balisent les interventions qui sont produites sur ce type de plateforme. Alors, ça c'est un autre exemple. Donc, qu'en est-il dans les romans pour adolescents que j'évoquais tout à l'heure et également dans les romans par courriel? Alors, la série de romans jeunesse YouTuber d'Olivier Simard, que j'évoquais plus tôt, est aussi intéressante en regard de la question de l'écart formel. Alors, les romans de Simard vont reproduire essentiellement ce qui caractérise les plateformes qui sont investies par son personnage adolescent d'Henri Oh My God. Donc, la narration des vidéos apparaît sous une fenêtre imitant l'apparence visuelle de YouTube. Les statuts et commentaires Facebook respectent assez bien les règles de formatage du réseau,
tout comme les commentaires qui apparaissent sous les vidéos YouTube. Il y a des photos, des memes, des hashtags, les émoticônes, tout ça abonde dans le roman. Alors, cette façon de procéder est très répandue dans tous les romans actuels destinés au lectorat adolescent. Il y a même certains titres de collection, comme Texto et compagnie, qui viennent témoigner du phénomène. Dans les romans par courriel, on observe un peu la même tendance, c'est-à-dire que depuis le moment où on a commencé à voir des courriels apparaître dans le roman, surtout au Québec à partir des années 2000, on voit qu'il y a une évolution vers une représentation de plus en plus précise des logiciels d'échange de messages électroniques. Dans les premiers romans qui ont inclus des courriels, alors je pense entre autres à Scrapbook de Nadine Bismuth, à Iphigénie en Hauteville de François Blais. Il y en a quelques autres, mais ce sont les deux exemples qui sont pris. On se contentait d'indiquer l'adresse du destinataire, la date et l'heure de l'envoi du message, parfois le sujet. Et dans les romans plus récents, il n'est pas rare non plus de voir reproduite une section CC, une section copie cachée, le jour de la semaine même où le message est envoyé, en plus de la date et de l'heure. Donc, on tend davantage vers la précision. Alors, on peut se demander au final ce que le double parcours sur l'écart technologique, sur ce que j'ai appelé l'écart technologique, que je viens de proposer, permet de conclure. Alors, je dirais d'une part que la représentation de l'incompétence technologique s'explique peut-être par le changement de perception depuis quelques décennies quant à la notion de progrès. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on croirait encore à la perfectibilité des machines, mais peut-être un peu moins en celle des humains. Elle découle aussi peut-être de façon davantage pragmatique d'une volonté de conscientiser davantage le lecteur en le confrontant à ce qui occupe son expérience quotidienne. Mais d'autre part, l'incompétence des personnages est, non sans paradoxe, accompagnée d'une compétence, si je peux me permettre d'employer ce terme, de plus en plus marquée des romanciers par rapport à l'intégration au récit des usages du numérique, qui va en se précisant, comme je le disais, qui va en se raffinant sans cesse. Alors, dans les deux cas, on a l'impression qu'on cherche peut-être à créer, justement, un effet de réel, pour revenir à cette expression que j'ai employée au départ. C'est-à-dire à ramener le lecteur à sa réalité, à le confronter à ses travers et à proposer pour ce faire un récit qui, même visuellement, lui donnera l'impression d'être dans sa réalité.